grand dialogue. Sigika Foba. Idawani wa Makara. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Regain de tension entre le Mali et l'Algérie sur le thème du grand dialogue de ce soir. Un drone de reconnaissance des forces armées maliennes a été abattu par les autorités algériennes. Le gouvernement du Mali et le collège des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel qualifient la destruction de cet aéronef d'agression contre tous les États du Sahel. Ces pays ont décidé de rappeler leur ambassadeur accrédité en Algérie. Cette dernière a aussi par réciprocité rappelé ses ambassadeurs fermer son espace aérien à tous les aéronefs à destination en provenance du Mali. Les autorités maliennes en ont fait de même. Comment comprendre ces nouvelles tensions diplomatiques? Comment les circonscrire? Quels peuvent être leurs impacts sur la situation sécuritaire au Sahel? On en saura davantage dans ce grand dialogue avec nos invités. Mohamed Ben Mamata Touré, analyste politique, Dr Ahmadou Touré, enseignant-chercheur en sciences politiques, paix et sécurité au Mali. Notre troisième invité a eu un empêchement à la dernière minute. À la présentation, je suis Mrana Kilomaïga, invité auditeurs, téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a convoqué l'ambassadeur d'Algérie au Mali ce lundi pour protester vivement contre la destruction du drone de l'armée malienne. Mohamed Ben Mamata Touré, quelle lecture faites-vous de ce regain de tension entre le Mali et l'Algérie? Ok, merci Imrana. Bon, il faut reconnaître que la relation Mali-Algérie était au froid à un moment, donc depuis que les autorités avaient pris la décision de mettre fin à l'accord d'Alger, donc on a vu qu'il y a des tensions de part et d'autre. Et ce n'est pas la première fois aussi que nos autorités rappellent l'ambassadeur de l'Algérie, en ce que je sache. Donc, vu la position des autorités algériennes face aux terroristes du MPLA, ou du MNLA, disons, qui se sont transformés en un autre regroupement qui ont FLA, voilà. Front de Libération de l'Azawad. Front de Libération de l'Azawad. Donc nous avons constaté que les autorités algériennes, ils hébergent les terroristes qui sont en train de créer le désordre au nord du pays, surtout au moment où nos militaires avaient essayé d'aller récupérer Tinzaouaten. Donc avec ces différentes choses, nous avons vu un regain de tension et puis surtout un manque de confiance entre les deux États. D'accord. Mais est-ce que ce regain de tension, est-ce que c'était prévisible aujourd'hui, vu que l'Algérie a procédé à la destruction d'un drone des forces armées maliennes? Bon, c'est des choses qui viennent d'elles-mêmes souvent, mais moi, je ne peux pas comprendre qu'il y a juste quelques jours que l'ambassadeur du Mali accrédité auprès de la République d'Algérie a présenté sa lettre de créance au président algérien. Et quelques jours après, nous constatons qu'un drone de l'armée malienne soit abattu par l'armée algérienne, qui, dans son communiqué, a évoqué qu'ils ont abattu un drone sans ne pas dire que c'est un drone qui appartient à l'armée malienne. Donc c'est après le communiqué des autorités militaires maliennes que nous avons appris qu'ils vont mener une enquête. Donc le résultat des enquêtes a prouvé que c'est vraiment le drone de l'armée malienne qui avait été abattu par les Algériens, qui disaient que ça a été fait sur leur territoire. Bon, nos enquêtes nous ont prouvé que c'est à 9,5 km du territoire algérien. Donc c'est des choses auxquelles il fallait s'attendre. C'est des choses auxquelles il fallait s'attendre parce que depuis l'affaire de Tinzaouaten, on a vu qu'il y avait une crise de confiance et puis les terroristes, chaque fois qu'ils fuient le territoire, ils sont
hébergés par les autorités algériennes aussi. L'Algérie ne pouvait-elle pas saisir les autorités maliennes avant d'abattre directement le drone? Bon, vous savez, on peut mettre ça dans le cadre d'une provocation parce que si l'Algérie dit que ce n'est ni la première ni la deuxième et que c'est la troisième fois, mais qu'est-ce qui a fait qu'ils ont laissé la première et la deuxième se passer et la troisième, ils l'abattent sans informer les autorités maliennes? Sinon, le même cas s'était produit chez nous ici. Le président de la transition l'avait dit qu'il y avait un drone qui avait été essayé de faire la même chose ici. Et puis, eux, ils ont appelé pour savoir à qui appartient ce drone. Donc, si l'Algérie était vraiment pour une situation d'apaisement, de paix et puis surtout de coopération, de fraternité avec le Mali, ils allaient pouvoir faire comme la première et la deuxième fois. L'armée estime que le drone s'est perdu dans les ciels. Bon, non, l'armée n'a pas dit ça parce que l'armée disait que le drone était dans une mission de reconnaissance. Donc, après avoir accompli la mission, donc maintenant, les renseignements avaient été donnés. Bon, maintenant, je crois bien que c'était au retour de l'appareil que l'appareil avait été abattu. Bien que les groupes rebelles aussi disaient que c'était eux qui avaient abattu l'avion, donc il y avait trois propos différents. Le propos algérien, le propos des groupes armés et puis le propos des autorités militaires maliennes. D'accord. Docteur Ahmadou Touré, quelle lecture vous avez de cette tension entre le Mali et l'Algérie? Parlant de la tension durant de la guerre froide qui a trop duré, parce que ce n'est pas ni la première ni la dernière, parallèlement à ce qui s'est passé réellement, ça dénoterait de façon implicite ou tacitement la sincérité, la sincérité algérienne dans les relations avec le Mali et l'AES. Parce qu'en termes de bon voisinage, c'est vraiment une action inappropriée, inamicale, dans le contexte où le Mali, depuis plus d'une décennie, cherche toujours à récupérer l'entièreté de sa souveraineté territoriale. Le Mali qui, d'office, depuis 1960 à nos jours, a toujours impliqué l'Algérie. Si ce n'est pas récemment où le Mali a compris qu'il y a une question de sincérité qui se pose. Donc, pour revenir sur cette tension, ce qu'on peut retenir, c'est une situation déplorable parce que ça remet en question l'Algérie et les régions du Nord. Parce que, comme on l'a dit, l'Algérie étant un poids économique pour ces régions du Nord, l'Algérie héberge aussi les fils du Mali, notamment des régions du Nord, les mouvements séparatistes et autres. Mais il y a eu des précédents. Les précédents, comme je l'avais rappelé, et depuis l'avènement de la transition, les événements d'août 2020, on a constaté que, avec l'orientation politique et militaire du Mali, tendant à dénoncer l'accord avec la France, le départ de la MINUSMA, la dénonciation de l'ingérence ou des ingérences algériennes qui ont certainement abouti, comme vous le savez comme moi, à la rupture de l'accord. Donc, et aussi un rapprochement du Mali vers la Russie et une perte d'influence de l'Algérie. Donc, il fallait s'attendre à cela. Et nous avons vu aussi en fin d'année 2024, où l'armée malienne a neutralisé une dizaine de cadres du front. Donc, il fallait s'attendre à ça. Parce que l'Algérie, d'après les commentaires, les observateurs avertis, l'Algérie n'aurait pas intérêt à ce que le Nord se stabilise. Parce que, comme on l'a dit, l'Algérie héberge, l'Algérie protège. Donc, cet incident prouve à suffisance que... Pour quelles raisons? Bon, comme on l'a dit, c'est la guerre stratégique parce que pourquoi l'Algérie héberge, c'est la question qu'on se pose. Pourquoi l'Algérie protège, la question qu'on se pose. Pourquoi l'Algérie donne la nationalité aux Maliens chez elle. Pourquoi l'Algérie entretienne, pourquoi l'Algérie a bâti un drone sur tout nos territoires. Donc cela veut dire que d'un point de vue stratégique, l'Algérie veut toujours s'immiscer dans la gestion interne du conflit ou bien des problèmes maliens. Donc hélas, maintenant, en 2025, ce n'est plus possible. Parce que comme l'actuel gouvernement du Mali a pris une autre posture, a pris une autre orientation militaire avec la souveraineté d'abord, et refuse toute ingérence. Donc pour dire que cet incident, pour moi, ne va pas être
en termes d'incidents, dernièrement, il y aura d'autres incidents frontaliers parce que le risque est là et le risque est élevé. Parce que vous avez vu que le Mali a quitté le SOMOC, le mécanisme d'état-major conjoint opérationnel, qui n'a pas abouti parce que ce mécanisme aurait dû éviter ce genre d'incident qui est basé à Tamar. Donc si le Mali quitte ce mécanisme, ça veut dire que le mécanisme a atteint, ce qu'on peut dire, a atteint ses limites. Mais toutefois, c'est une question de volonté, une question d'intérêt. Et aussi, le Mali a plus d'influence, comme on l'a dit, en plus de la Russie, un rapprochement vers la Russie. Le Mali serait aussi d'entrain d'aller faire un rapprochement vers le Maroc. Donc, ces deux cas de figure peuvent jouer et contribuer à la tension. L'Algérie aussi est partenaire de la Russie. Oui, partenaire de la Russie militaire. Ça, c'est certes. Donc, nous allons voir, lorsqu'on va aller dans le débat, j'allais proposer qu'il faudrait avoir une structure neutre ou un pays neutre qui pourrait jouer entre les deux pour amener la paix. Mais, comme on l'a dit, en termes de relations bilatérales, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Donc, l'Algérie cherche toujours à avoir le leadership dans le Sahel, garder sa position où c'est elle qui parraine les accords. Ce n'est plus le possible. Pour sortir de la parole, il y a deux conceptions qu'il faudrait qu'on retienne. Il y a une conception paternaliste algérienne qui veut toujours gérer le problème malien. Or, le Mali de nos jours, c'est une conception domestique, et nationaliste souverainiste qui dit que nous, on se gère, on est indépendant, on n'aime plus l'ingérence. Et aussi, d'un point de vue global, l'influence algérienne n'a plus d'effet sur le Mali. Donc, c'est cette question qui se pose sur la table. Sinon, les discours, les tensions, pour moi, sont tout à fait normales entre deux pays qui cherchent à s'imposer en termes de souveraineté. D'accord. Le chef d'état-major général des armées, dans ses explications sur la télévision nationale, avait annoncé qu'ils ont perdu le contrôle avec le drone à un moment donné. Est-ce que l'Algérie ne pouvait-elle pas donner des explications à l'armée malienne comme quoi il y a un drone sur leur territoire? Est-ce que ça les a appartient? Oui, en réalité, c'est ce que j'avais dit. Le mécanisme aurait dit nous éviter tout ça. L'état-major conjoint opérationnel qui serait basé à Tamaracet, qui coordonne les mécanismes de coopération frontaliers, les opérations militaires. Et en cas de mécanisme, il y a un mécanisme d'urgence entre les pays pour dire bon, on a un avion ou bien on a un drone, est-ce que c'est pour vous? Donc il y a toujours un mécanisme de renseignement militaire qui existe entre les pays. Donc c'est ce mécanisme qui n'a pas donné les résultats attendus. C'est pour ça que moi, au lieu de... je n'accuse pas le drone, mais j'accuse plutôt le mécanisme qui ne nous a pas empêchés. C'est ce qu'on appelle le comité d'état-major conjoint opérationnel à Tamaracet. Maintenant, l'Algérie pouvait demander est-ce que c'est un drone malien? Est-ce que l'Algérie voulait demander? Est-ce que la question s'y est? Donc cela veut dire que la volonté était là pour abattre le drone. D'accord. Voilà. Selon les explications de Touré, on comprend que l'Algérie n'a pas envie à ce qu'il y ait la paix, notamment au nord du pays, et cherchait aussi peut-être à protéger la tête de certains chefs rebelles. Qu'est-ce qu'elle gagnerait à protéger des groupes terroristes ou des groupes séparatistes? Et aujourd'hui, il faut comprendre que le président algérien qui est là, il est là à entretenir beaucoup de terroristes, pas que ceux du Mali. Parce que si on se rappelle bien, il y avait un groupe salafiste ou bien, je ne sais pas, terroriste algérien, le FIS. Donc maintenant, le régime de Bouteflika n'était pas du tout trop lié au FIS. Maintenant, ce régime qui est là, c'est un régime qui a beaucoup plus d'approche avec ces terroristes que l'ancien régime. Et puis encore, vous savez, le président algérien même, il l'a dit. Il dit que 90% des solutions maliennes se trouvent chez eux en Algérie. Donc, voyant toute cette situation, eux, ils veulent avoir toujours la même mise sur le Mali. Donc, tout ce que l'Algérie décide ou l'Algérie dit au Mali, il faut que le Mali le fasse ou bien le Mali suit l'Algérie sans demander ou sans savoir le pourquoi ou le comment. Donc, comme Touré vient de le dire, donc, nous sommes un État souverain et on ne veut pas que quelqu'un s'auto-ingère dans nos problèmes internes. Donc, je crois que l'Algérie se croit toujours en position de force comme il l'était dans l'accord d'Alger.
On est arrivé jusqu'à un moment donné où chaque pays appelle son ambassadeur d'un pays à l'autre. On a vu le collège des chefs d'État qui ont rappelé leur ambassadeur. L'Algérie, à son tour, rappelle ses ambassadeurs. Est-ce qu'on on pouvait ne pas arriver là à appeler les ambassadeurs, à rappeler les ambassadeurs? Bon, vous savez, les trois pays de l'AES, donc, ils sont dans une logique, dans une dynamique où c'est comme si c'est un lien de mariage qui lie les trois États pour le meilleur et pour le pire. Donc, si un État a un problème avec un autre État voisin, donc les deux autres vont s'allier derrière l'autre pour essayer de prendre la même décision et de suivre la même voie. Parce que si les deux autres n'avaient pas fait ça pour soutenir le Mali, aujourd'hui c'est le Mali, demain ça peut être le Niger ou bien le Burkina Faso. Donc, en matière d'alliance, donc il faut toujours aller ensemble et parler de la même voie et essayer de suivre le même chemin. Mais qu'est-ce que cela sous-entend lorsque les chefs d'État, le collège des chefs d'État disait que la destruction de ce trône est une agression contre tous les autres pays de l'AES? Donc ça sous-entend juste que les trois États de l'AES, c'est trois États un même poumon. Donc ça veut dire qu'aucun des trois ne peut aller l'un sans l'autre. Donc c'est un signe fort de solidarité, de souveraineté et puis d'approche, parce que les trois sont là pour essayer de sécuriser une zone commune. Donc bien vrai que le Niger et le Mali ont une grande partie de leurs frontières avec l'Algérie. Donc je crois que bien qu'il y a une relation bien très proche entre le Niger et le Mali, donc je crois que bon, c'est une décision très logique qu'ils ont fait pour être ensemble. L'Algérie était la première à fermer son espace aérien. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que l'Algérie dit stop, on ne veut plus avoir des frappes aériennes, notamment à Tinzaouaten. Il y a deux Tinzaouaten d'ailleurs, Tinzaouaten Mali, Tinzaouaten Algérie. Il n'y a qu'un mur qui sépare les deux localités. Bon, pour moi, c'est une disposition sécuritaire que l'Algérie a pris et nous, nos trois États aussi, on fait de la même manière. Donc la réciprocité, vous voyez que ça vient par là. Donc ils ont fermé, nous aussi nous avons fermé. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Avec cette fermeture, est-ce qu'il peut y avoir des frappes aériennes, notamment à Tinzaouaten? Bon, je pense qu'à Tinzaouaten, côté Mali, donc il peut y avoir des frappes. Donc seulement, il faut essayer de ne pas franchir la frontière algérienne, c'est tout. D'accord. Est-ce que l'Algérie, longtemps médiatrice des crises maliennes, n'est pas en train de perdre sa crédibilité en agissant ainsi? Bon, comme je l'avais dit au départ, cette tension prouverait à suffisance la question de la sincérité algérienne dans tous les accords. Parce que nous avons eu des accords multiples, l'accord d'Alger, l'accord de Tamaracet, des batteries d'accords parrainés ou entretenus par l'Algérie. Donc il y avait eu certains observateurs avertis qui disaient que l'Algérie ne voulait pas une paix au nord, pour plusieurs raisons. La première raison, c'était qu'il y a les ressources minéraires, les ressources qu'on avait, les ressources naturelles, notamment les minéraux et autres, les eaux douces, etc., leur exploitation. Pour deuxième observation faite, c'est-à-dire qu'une sécurité au nord va empêcher les trafics qui existent. Notamment, nous avons les trafics de la migration clandestine, nous avons le terrorisme, nous avons le banditisme, nous avons tout ce qu'il faut comme criminalité transfrontalière organisée dans cette bande. Et aussi, une stabilité va amener à ce que l'État fait un grand retour. Comme on l'a vu, l'État était présent au moment de la maison centrale d'arrêt de Todeni, avec l'exploitation du sel-gemme qui était adossé à la maison. Donc, il y a un vide qui est là. Et donc, l'État a besoin de récupérer ce vide, d'où l'État, dans la réforme sous ATT, a créé la zone de Todeni. Il fallait explicitement occuper tout le nord. Donc, si le nord est stabilisé, le retour de l'État, forcément, ça va poser un problème. Donc, l'État va avoir un regard. Donc, pour la troisième raison de cette tension qui n'a fait que dire, qui
est dans une phase d'exacerbation. Notamment, nous avons su, à travers les communiqués des propagandistes des mouvements ex-rebelles de touristes, qu'il y aurait un accord entre le Front National de Libération et le GNIM d'abord, le front avec les rebelles du Niger. Donc cela veut dire qu'il y a 3 fronts. Donc c'est pour ça que l'AS a la latitude d'intervenir pour prévenir. Parce que comme je l'ai dit, nous sommes en guerre, les intérêts sont mutuels, la défense est mutuelle. Donc si le front est ami avec les rebelles du Niger, avec les génimes qui sévissent au Mali et au Burkina, forcément l'AS ne va pas rester les bras croisés. Donc pour revenir à cette question où Algérie pense que la solution malienne passe par elle, c'est une fausse lecture. Parce que comme on l'a dit, qui veut la paix prépare la guerre. Yeah. Donc nous sommes le Mali serait dans une phase de reconquête territoriale et de souveraineté politique. Si le Mali arrive à occuper Tinzaouaten, côté Mali, jusqu'à la frontière algérienne, il est normal, qui est tout à fait normal du point de vue du droit international, que l'armée malienne reste cantonnée à Tinzaouaten, côté Mali. Maintenant, la réciprocité, si l'Algérie ferme, nous fermons, il y aura des risques. Voilà. Quelles peuvent d'ailleurs être les conséquences de la fermeture des espaces aériens de 2 pays? Bon, il y a le risque. Le risque veut dire quoi? Si un drone côté algérien vient au Mali, ça donne la latitude à l'armée malienne, l'armée de l'air, d'intervenir, qui peut descendre l'avion ou bien le drone. Et si je sais pas, comme on ne prévient pas les tempêtes, on ne prévient pas les problèmes techniques, même si c'est 0,01 cm du côté algérien, il peut y avoir une intervention. Donc pour moi, ça n'arrange personne. Et les risques, c'est ce qui va exacerber les risques. Parce qu'on ne peut pas contrôler les frontières, c'est très difficile en matière d'intervention. Et en matière même de droit de poursuite. Donc ça va compliquer les relations déjà tendues, les relations déjà compliquées entre les deux pays. Donc c'est normal, parce que comme on l'a dit, l'Algérie n'a pas reconnu ce qu'elle a fait, elle a plutôt pris une décision pour fermer. Donc la réciprocité exige que le côté malien aussi prenne une décision. Donc c'est tout à fait, c'est la réciprocité. Le Mali a fait un rappel, elle aussi elle a fait un rappel. Donc c'est tout à fait normal. Maintenant il faudrait que ça s'arrête à ces deux. D'accord. Parce que nous vraiment on n'a pas besoin d'autres problèmes, parce qu'au nord on a beaucoup de difficultés. Voilà. Les 2 pays, notamment dans leur communiqué, on sent qu'il y a un verbiage difficile, notamment du côté de l'Algérie, le verbiage diplomatique, notamment lorsque l'Algérie traite les autorités maliennes de juntes putschistes avec des maigres ressources. Est-ce que le ton annoncé est vraiment diplomatique? Bon, le ton annoncé n'est pas diplomatique, mais il faut mettre le ton dans le contexte du ton de Macron. Donc c'est juste un message français qui retentit encore aux oreilles des Maliens pour dire qu'ils vont répéter la même chose que la France avait dit dans le passé. Donc de ce fait, ça veut dire que tout ce que nous soupçonnons de l'Algérie, ça commence à s'éclaircir. D'accord. Alors, le Mali annonce qu'il va saisir les instances internationales. Quelles sont, selon vous, les chances pour que cette saisine aboutisse? Bon, vous savez, comme tout le temps, le Mali avait tenté de porter plainte contre beaucoup de trucs, surtout avec la France. Nous avons vu la façon dont les Nations Unies ont fait traîner la chose, et aucun des pays membres qui avaient occupé le Conseil de sécurité en ce moment n'avait porté la plainte du Mali pour essayer de soutenir le Mali dans cette dynamique d'exposer ses preuves. Donc maintenant, c'est que nous craignons seulement, il ne faut pas que ça soit un coup d'épée dans l'eau. À quelle instance, selon vous, pouvait trancher ce différend entre le Mali et l'Algérie? Bon, je crois bien qu'on peut saisir les Nations Unies d'abord en premier. Donc, après les Nations Unies, ici, il y a... Malgré que l'autre plainte reste lettre morte? Vraiment, malgré que notre plainte reste lettre morte, bien vrai que nous disions que la Russie est notre partenaire stratégique, ni la Russie ni la Chine n'ont eu le courage de nous aider à branler de prouver notre preuve contre la France. Est-ce que ces instances internationales ont confiance à des militaires qui ont pris le pouvoir par les armes?
Bon, vous savez, que ce soit les militaires ou pas les militaires, nous voyons ce que ces instances sont en train de faire avec les autres pays aussi qui sont dans les mêmes conditions que le nôtre. Si vous prenez, il y a beaucoup de pays qui sont aujourd'hui des pays qui sont dirigés par des coups d'État, par des militaires qui sont venus par coup d'État. Seulement, le problème du Mali, c'est que le Mali dérange. Le fait de renvoyer toutes les équipes de la MINUSMA, la France et puis je peux dire même l'OTAN. Donc ça, c'est quelque chose qui ne va pas rester impardonnable. Donc ils utiliseront tous les moyens pour pouvoir nous atteindre. Cet incident pourrait-il avoir des impacts sur les voies terrestres et l'approvisionnement des régions du Nord? Oui, tout à fait. Comme je l'ai dit, cet incident va notamment amener, surtout, impacter le trafic. Comme vous le savez aussi bien que moi, le région du Nord. Malgré qu'on n'a pas dit quand même que ça concerne les... Oui, comme je l'avais dit, maintenant, la surveillance n'était pas accrue. Mais avec ce qui s'est passé récemment, il y aura une surveillance accrue. Parce que les frontières terrestres ne sont pas fermées. Mais est-ce qu'elles ne seront pas très surveillées, très strictes, quitte même à empêcher certains approvisionnements? On ne le souhaite pas. Mais cet incident va amener à ce qu'on appelle l'isolement régional. L'isolement régional, cela veut dire que pour le caractère haïtien, l'incident est devenu irrégional. Parce qu'il y a déjà un bloc qui se réunit, qui se soutiennent mutuellement contre le fait que l'Algérie a battu notre drone. Et cela aussi va impacter, en plus du trafic terrestre, cela va impacter la lutte contre le terrorisme. Parce qu'il n'y aura plus de partage de renseignements, il n'y aura plus de coordination. Donc cela veut dire que chacun va amener à lutter conformément à ses renseignements. Et sur le CEMOC, comme le Niger fait partie, et je sais que par mesure de solidarité toujours, le Niger risquerait de se retirer pour faire bloc derrière le Mali dans les jours à venir. Et aussi, ça va donner à ce qu'il y aura une reconfiguration géopolitique de la zone. Parce que l'Algérie, étant avec le Mali et avec l'AS, avec les différents, il y aura une reconfiguration générale du Sahel. Avec le bloc AS, qui va faire avec les pays qui lui semblent plutôt sincères, avec lesquels ils peuvent travailler, en isolant l'Algérie, ou contrairement, l'Algérie aussi va travailler avec d'autres puissances dans la sous-région au niveau du Sahel pour essayer d'isoler. Donc, c'est qu'il y aura une reconfiguration nette de notre espace au Sahel. Mais l'incident, certainement, va jouer sur la fourniture, on ne le souhaite pas, mais sur la fourniture des produits et denrées alimentaires des régions concernées. Maintenant, ils peuvent avoir d'autres moyens ou approvisionner à partir du Niger ou bien à partir du Burkina, mais à partir de la Mauritanie. Donc, comme je l'ai dit, il y a toujours des possibilités. Et comme possibilité, nous avons à Tombouctou la route Léré-Fassala vers la frontière mauritanienne. C'est une opportunité. Les gens peuvent être approvisionnés, à condition aussi que la Mauritanie joue le jeu. Donc, on ne sait pas, mais il faudrait qu'on s'attende à tout. Parce que, comme je l'ai dit, cette guerre imposée au Mali qui concerne les régions du Nord, c'est une guerre qui n'est pas facile du tout. Mais pour la gagner, il faudrait vraiment que les gens soient sincères, que tout le monde appuie l'autorité, appuie les forces de défense et de sécurité pour tout le travail abattu jusqu'à présent. Si l'Algérie avait demandé pardon aux autorités maliennes, est-ce qu'on serait là aujourd'hui? Bon, en réalité, il y a une première lecture que j'ai voulu réserver, mais je vais la faire. Si nous voyons les communiqués, quand le communiqué parle de crash, il n'y aura pas de sanction. Mais quand le communiqué parle qu'on a abattu votre drone, l'obligeance souveraine oblige le Mali à prendre certaines décisions. Et surtout que le Mali aurait demandé à l'Algérie de fournir des preuves que le drone malien a été sur le territoire. Donc, c'est-à-dire que nous sommes toujours dans les relations internationales. Donc, c'est ce qui a compliqué. Si l'Algérie réellement a abattu le drone malien, ce qui a été confirmé dans le communiqué, le Mali est obligé de prendre des décisions. Et le Mali a été pourquoi, selon vous, l'Algérie n'a pas donné de preuves, d'autant plus qu'elle annonce dans son communiqué que les preuves sont disponibles en images des radars? C'est ce qu'on appelle, c'est un coup de communication militaire. Le Mali avait demandé 72 heures, d'après le communiqué du gouvernement. 72 heures, elle n'a pas fourni les preuves. Maintenant, ce que moi je retiens du communiqué algérien,
Tout le reste là, c'est de la communication. C'est une diversion de plus pour dire deux choses. On ferme, on rappelle, on fait la réciprocité. Et comme vous avez violé 3 fois chez nous, on ferme notre espace. C'est le seul message pour dire désormais, il faudrait que le Mali fasse attention à surtout les techniciens qui manœuvrent nos drones. C'est-à-dire que même si par hasard, je ne le souhaite pas, même 0-0, l'Algérie va abattre. Quelqu'un qui a abattu un drone à 9,5 km est capable de tout. Donc c'est le seul message. Et l'Algérie désormais s'alignerait désormais derrière le FLA. Pourquoi? Parce que les FLA, avant que l'Algérie ou le Mali fassent le communiqué, c'est eux qui ont fait circuler les images de drones dans leur pick-up. Et pourquoi l'Algérie n'a pas intervenu sur ce pick-up pour les traiter et pour dire Mali, moi je vous soutiens? Donc il y a une communication qui est occultée qu'il faudrait que les gens fassent attention. Le Mali décide de porter plainte. Est-ce qu'il y a une chance ou est-ce que selon vous, le Mali peut porter plainte? Bon, c'est une menace et on n'a pas porté. Moi je pense que notre plainte va être symbolique. Parce que si vous partez à la CPI, ce n'est pas possible. Parce que connaissant les relations, si vous partez aux Nations Unies, ce n'est pas possible. Vous partez à l'Union africaine. C'est symbolique pour dire tout simplement que nous, Mali, nous avons la preuve que l'Algérie a soutenu les séparatistes à un moment donné. C'est juste pour dire que le Mali a la preuve que la France a soutenu à un moment donné les séparatistes et les génus. Donc c'est des preuves dont le Mali dispose, mais il est difficile. Dans le contexte, je dis bien, dans le contexte géopolitique, où il y aura la réconciliation nette voulue par Trump, qui a ses amis, la Russie, et la Chine, notre ami, la Chine, mais il serait très difficile qu'aujourd'hui qu'on prenne des décisions sur le plan international contre l'Algérie. Je vous donne l'exemple. Si une instance internationale prend une décision contre l'Algérie, l'Algérie va se retirer de l'instance, comme l'a fait Trump, quitter l'OMS. Trump a dit même qu'ils vont quitter les Nations Unies dans un futur proche. Donc ça veut dire que les instances là, c'est vrai que nous sommes à une phase où il faut tout revoir. D'accord. Parce que les instances ont montré l'insuffisance à travers notre G5 qui est parti, la CEDEAO. Donc les instances ne peuvent rien apporter en termes de sanctions. Moi je pense que la seule voie qui c'est qu'on trouve un pays neutre comme la Russie ou bien la Chine ou bien la Turquie qui travaille déjà avec ces pays-là, les deux trouver un dialogue et des compromis. Sans ça, qu'on évite l'escalade. Et je veux profiter de votre micro aussi dire à ceux qui cherchent toujours à envenimer, vraiment qu'ils fassent attention. Nous, on n'a pas besoin de d'autres tensions. On a déjà des problèmes qu'il faudrait qu'on trouve des solutions. Que les gens fassent comment parler, il ne faut pas qu'on mette de l'huile sur le feu. Sinon, on n'a pas besoin de ça. D'accord. Est-ce que vous pensez que ces pays qu'il vient de citer, notamment la Turquie et puis la Russie, pouvaient amener des pourparlers entre les deux pays pour apaiser la situation? Normalement, ils doivent pouvoir parce que si on voit les choses telles qu'elles sont, nous constatons qu'il y a une très grande approche entre la Russie et puis ces deux pays, la Turquie et peut-être même la Chine. Donc, arriver jusqu'à ce stade et ne pas entendre que la Russie fasse quelque chose entre les deux autorités, moi, ça m'a beaucoup surpris. Et je crois, comme Touré l'a dit, donc maintenant, il faut que nous cherchions quelqu'un de neutre qui peut essayer de donner vraiment un coup de maître à la diplomatie. Donc, vraiment, je crois que seuls ces 3 pays peuvent faire quelque chose. Sinon, à part ceci, les pays occidentaux, je ne pense pas si eux, ils vont même se mêler. Leur souhait, c'est que le Mali tombe et puis qu'on les fasse encore appel. Et c'est une chose que nous préférons la mort que de le faire. D'accord. Alors, quelles pourraient être, selon vous, les conséquences sur le Burkina de cette implication sur le Burkina Faso et le Niger? Bon, conséquences, je crois que s'il y a conséquences, c'est sur les 3 États membres de l'AES qui ont décidé de s'assumer et puis de préserver leur souveraineté en restant une même fédération au sein d'une communauté pour la sécurisation des 3 pays. Après le rappel des ambassadeurs et la fermeture des espaces aériens, quelle pourrait être la prochaine étape dans cette affaire? Bon, la prochaine étape, c'est qu'on va rester en observation et puis essayer de voir les choses. Mais nous souhaitons quand même que les tensions
Ça pèse parce que nous ne voulons pas rentrer dans des choses qui n'arrangent ni l'Algérie, ni le Mali, ou le Niger, ou le Burkina, vu le lien d'histoire, de géographie et puis d'autres qui nous unissent depuis des temps. D'accord. Alors, comme il a dit, l'Algérie avait dit que le drone a violé l'espace aérien de 2 km dans un premier communiqué. Dans un second communiqué, on parle de 1,6 km. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette différence, selon vous, de distance? Bon, pour comprendre un peu, quand on fait un communiqué, c'est comme le procès. Et quand on est en procès, chaque accusé en parlant se défend. Donc, ça veut dire que le communiqué souvent est à l'image de la défense adoptée par le pays. Et malheureusement, là où nous sommes, on ne peut que s'aligner derrière le communiqué du Mali. Et les preuves montrent que le drone est tombé au Mali. Et récupéré par les FLA dans leur pick-up, qui ont filmé, qui ont montré les images. Donc, c'est ce qui contredirait, à mon avis, la version algérienne. Mais en réalité, on ne va pas rentrer dans ça. Et pour que l'Algérie, je dis tout simplement que l'Algérie est toujours dans une communication militaire. Parce que nous, on n'a pas besoin de justifier pourquoi on a frappé. Il ne fallait pas frapper. Parce que ça vient du Mali. Il ne fallait pas frapper, il fallait aider le Mali qui cherche toujours à stabiliser, à récupérer l'entièreté de son territoire. Il fallait aider le Mali qui est un pays frère, un pays ami. Les deux pays traversent l'histoire. Parce que nous avons vu dans le panafricain, le Mali aurait aidé l'Algérie. Donc, il ne fallait juste pas faire l'acte. C'est ça, quoi. Maintenant, comme c'est fait, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait que chacun s'assume. Il fallait que chacun assume sa souveraineté. Que chacun s'assume. Beaucoup s'attendaient d'ailleurs à ce que le Mali réagisse, soit de frapper au niveau de l'Algérie. Bon, les frappes militaires, à mon avis, risqueraient d'avoir d'autres implications sous-régionales, mais internationales. Parce qu'on ne sait pas, le Mali a beaucoup d'accords de défense. L'Algérie aussi a beaucoup d'accords de défense. Mais qui va perdre? C'est les peuples des deux côtés. Pour éviter tout ça, moi, je penserais que ceux qui penseraient comme ça, pour moi, c'est des va-t-en-guerre. Ils ne connaissent rien de la diplomatie. Dans la diplomatie, il faut la réciprocité. Réciprocité veut dire quoi? Est-ce qu'un jour, si un drone algérien viole notre espace, quelle va être la conduite à tenir par l'armée malienne? C'est ça la question. Parce que comme ils ont dit qu'on est venu chez eux, en termes de souveraineté et d'affirmation militaire, ils ont abattu. Nous aussi, nous allons attendre. Est-ce qu'un jour, si leurs drones viennent, comme l'a fait le président Assimi, de façon pacifique, à demander à qui appartient ce drone? Donc c'est ça les relations de bon voisinage. Mais ça n'a pas été le cas. Il ne fallait pas abattre un drone de ton ami. Donc ce qui a amené beaucoup de questions, suscité les tensions. Et dans les relations diplomatiques, c'est les jeux de réciprocité qui comptent beaucoup. Moi, je pense qu'après la fermeture des frontières, le rappel des ambassadeurs, les deux pays ont su le niveau de la gravité de la chose, la gravité et la relation tendue. Et quand un avion ne passe pas l'espace algérien pour venir au Mali, c'est un problème. Et quand un avion aussi veut aller en Algérie qui doit passer par le Mali, c'est un problème. Donc personne n'a gagné. Donc, et c'est les commerciaux qui vont perdre. Donc, mais beaucoup estiment que cette tension est arrivée juste après la visite du ministre français en Algérie, qui aurait décidé avec l'Algérie une reprise de la coopération et parler d'un dialogue au Sahel sans les États du Sahel. Bon, j'aurais même vu sur les commentaires, encore comme j'aime beaucoup lire, que l'Algérie va être une porte d'entrée ou un retour de la France au Sahel. Ça te dit dans des journaux, mais je ne vais pas citer le nom. Donc, c'est ce qui pourrait expliquer les regains de tension. Parce que qui étaient les deux parrains de l'accord? La France et l'Algérie. Parce que la France était porte-plume du Mali pour les Nations Unies pour amener l'aménagement. L'Algérie était garant de sa mise en œuvre. Donc, c'est pour dire qu'il y a toujours, comme on dit, il n'y a pas d'amis, c'est les intérêts. Cette possibilité peut s'y aimer, il faut toujours, comme je l'ai dit, gardons-nous de dire des choses dont on n'a pas la preuve. On attend toujours. Mais c'est une coïncidence. C'est une coïncidence qui mériterait d'être approfondie au moment opportun. Cette coïncidence mérite-t-elle d'être approfondie comme il l'a affirmé? Si, ça mérite bien d'être approfondi parce que il ne faut pas avoir confiance ni en Algérie ni en la France parce que
Vous savez, à chaque fois qu'il y a un problème diplomatique entre la France et puis l'Algérie, la France se précipite maintenant pour essayer de gérer ce problème diplomatique. Pourquoi la France se précipite pour le faire? Pour éviter que l'Algérie ne se rabatte pas du côté du Mali. Donc la France fait tout et elle utilise tous les moyens aussi pour que l'Algérie soit de son côté. Bon, c'est pourquoi j'ai répété les dits du président algérien qui sont les mêmes que le président Macron. Donc, je crois que, bon, même avant ça, si j'aurais appris que l'Algérie avait fait rappel à ses personnels non nécessaires des ambassades dans les 3 États membres de l'AES avant même que le drone ne soit frappé. D'accord. Voilà. Alors, comment circonscrire ce regain de tension sans intermédiaire entre les 2 pays seulement? Bon, sans intermédiaire entre les 2 pays, bon, vous savez, le Mali est dans le viseur vraiment, c'est le monde qui observe le Mali, parce que toutes les grandes puissances, on peut le dire comme ça, qu'ils soient nos partenaires stratégiques ou pas, ils préservent plus leur intérêt que l'intérêt du Mali. C'est ce que moi je dis, les 5 qui ont les droits de veto, la personne ne va abandonner personne pour aller défendre un pays africain. Donc les Blancs entre eux se soutiennent. Donc maintenant c'est à nous, Africains aussi, de nous mettre ensemble, de nous donner la main pour essayer d'évoluer. Et vous voyez, il y a le bloc de l'OTAN et puis le bloc de Shanghai. S'il y avait le bloc de l'Afrique, est-ce que les Africains n'allaient pas être respectés au même titre que ces deux grands blocs? Donc la question est là maintenant, c'est aux Africains de voir et puis de pouvoir s'assumer et de se mettre ensemble en créant le bloc africain. Donc c'est pourquoi le bloc des 3 pays, l'AES, là, ce bloc est là et nous souhaiterons qu'il y ait encore d'autres pays qui viennent pour joindre l'AES. D'accord. Alors concernant le drone, ça n'est fini comme ça? Il n'y aura pas de réparation? Bon, réparation, maintenant, il faut que les autorités algériennes prennent conscience du danger ou bien de l'erreur qu'ils ont commis en essayant de faire une approche avec les autorités maliennes, parce que comme on le dit en matière diplomatique, nul n'est impossible. Donc ce n'est pas que une relation ou bien des trucs d'amitié. Donc c'est une question d'intérêt national des 2 États. D'accord. Alors comment circonscrire ce regain de tensions sans intermédiaire entre le Mali et l'Algérie? Bon, comment il y a les différences stratégiques qu'il faudrait reconsidérer. Parce que le Mali a adopté une posture où il faut la reconquête territoriale d'abord, puis les groupes d'armées déposent pour négocier. Alors l'Algérie veut qu'on ne fasse pas une reconquête militaire, qu'on continue à négocier. Donc il y a cette différence. Maintenant, pour continuer, ce qui va dans les jours à venir, comme je l'ai toujours dit, la situation est tellement profonde et tellement crispée qu'il faudrait qu'on fasse attention, qu'on fasse valoir le dialogue, faire intervenir une tierce personne pour discuter entre les deux, c'est-à-dire le Mali, l'Algérie, de façon authentique avec l'AES. Et aussi, les jours à venir aussi, la méfiance va s'accentuer. La méfiance va s'accentuer. Il y aura aussi des tentatives d'action hostile. Il faudrait que les autorités peuvent prendre des mesures, parce qu'il y aura toujours des tentatives d'action hostile, pas par l'Algérie, mais des soutiens à l'Algérie comme des soutiens de l'autre pour exacerber les tensions. Et aussi les développements récents montrent que nul n'a intérêt à déstabiliser le Sahel qui est déjà déstabilisé. Parce que comme on l'a dit, si on déstabilise le Sahel, on va déstabiliser l'Afrique et ça va imputer indirectement à l'Europe. Et aussi pour continuer, nous saluons toujours le soutien régional des pays frères du Niger et du Burkina qui ont montré leur solidarité. Moi je pense que l'Algérie doit reconnaître les faits, discuter avec le Mali. Elle peut aider le Mali comme le Mali peut l'aider. Que les gens ne discutent pas par la force mais par la raison. Voilà, ainsi se referme ce grand dialogue qui réfléchissait sur le regain de tensions entre le Mali et l'Algérie. Et nous étions avec Mohamed Ben Mamata Touré, analyste politique, Dr Ahmadou Touré, enseignant-chercheur en sciences politiques, paix et sécurité au Mali. Notre troisième invité
a eu un empêchement. À la présentation, c'était Imrana Kilo Meiga. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre débat.